il n'y a pas longtemps encore à Vienne. Pardon? C'est l'enregistrement. Ouais. Non, la France n'existe pas. Autrement dit, la psychanalyse en France n'existe qu'à travers Marie Bonaparte, parce que c'est Freud, c'est-à-dire, ils ne connaissent que Freud. Ils connaissent bien entendu toute la littérature anglophone, ils connaissent l'école anglaise de psychanalyse, ils savent bien sûr que Lacan existe, mais je dirais que dans le fond, euh, la France n'existe pas. Même quand, même quand les auteurs français sont traduits, euh, bien sûr, ils sont dans la bibliothèque. Moi, je suis dans leur bibliothèque, mais par exemple, il n'y a rien à faire pour qu'ils projettent le film que j'ai fait sur Freud, par exemple. Ils projettent toujours leurs extraits. Ils auront très peu de choses. C'est ce que j'appelle ça n'existe pas. Alors, peut-être que ça peut changer selon la direction, mais pour le moment, ça fait quand même une quinzaine d'années. Par ailleurs, je reprends aussi cet exemple, quoi. On ne peut pas faire grand-chose avec le musée Freud de Vienne. Par exemple, avec l'ambassade de France, j'ai essayé, j'ai quand même participé à 4 colloques avec eux, qu'on a co-organisés, parce que, bon, mais en une vingtaine d'années. Mais c'est pas facile du tout. Et c'est pas un problème de langue, hein. C'est un problème au fond, il n'y a que Freud. Et donc, il n'y a que l'Angleterre et que les États-Unis. Et pour, évidemment, l'histoire de la psychanalyse, étant donné que ça domine le monde anglophone, il est dominant. Et il y a là une ignorance. Tout ça pour dire que les psychanalystes français ne sont pas les seuls à ignorer leur propre histoire. Le musée Freud de Londres est très différent, je dois dire. C'est très différent. Là, c'est beaucoup plus international. Il y a une connaissance du reste. Il y a, euh, bon, c'est peut-être normal aussi parce que c'est le vrai musée. C'est là que Freud a tout emporté. Donc, c'est pas un musée vide contraint au fond à faire de l'archive sonore ou d'avoir quelques manuscrits. Il y a tout. Il y a la bibliothèque, il y a le meuble, il y a la maison, il y a Anna Freud, il y a l'Institut Anna Freud à côté. Et donc, quand même, ils connaissent l'histoire. Ils connaissent bien l'histoire. Ils savent qu'il y a un musée Ferenczi. Ils connaissent un peu les internationales. Voilà. Mais donc la France, quand même, c'est un problème de notre communauté, c'est cette ignorance entre sociétés, ignorance du nombre de sociétés. Alors bien sûr, tout le monde connaît la SPP, tout le monde connaît l'école de la cause, espace analytique aussi, société de psychanalyse freudienne, oui, mais pas les autres. Très peu, et puis pas le nombre. Et d'autre part, j'ai remarqué donc la situation telle qu'elle est, soit on est dans une période dite de déclin quand même. La psychanalyse est chassée de l'université, chassée du monde psychiatrique. C'est tout de même aujourd'hui une majorité de psychologues, ça on le sait, qui deviennent psychanalystes. Euh, je dirais autour de 80%. Et l'avenir, c'est ça. C'est-à-dire, tous les psychanalystes, à l'avenir, une majorité en tout cas, la seule voie d'entrée sera les études de psycho à l'université. Mais même si la psychanalyse est chassée, oui, mais quand même, il y aura toujours une voie. C'est-à-dire, ils seront obligés d'avoir un diplôme de psycho, hein. Ils seront obligés. Il y aura toujours quelques psychiatres, mais tout de même, ça se rétrécit, je trouve, à une seule formation. Or, ce qui a toujours fait la qualité, là, depuis le début de la communauté analytique, c'est la pluralité des formations, la richesse des formations, qu'on vienne de la philosophie, des sciences humaines. Mais là, il y a une seule formation avec la réglementation de la psychothérapie. On en reparlera. Maintenant, le titre est réglementé. Tout ça pour amener à ce que j'ai dit sur ce plan-là. Depuis 10 ans, alors ça, c'est les observations que j'ai pu faire, il y a un nombre d'instituts de psychanalyse freudienne. Je t'ai envoyé à peu près la liste. Si tu veux, il y a deux choses. Il y a les sociétés psychanalytiques qu'on fait rentrer dans l'histoire. Voilà, 19, il y en a. Là, on sait d'où ils viennent, les filiations, les tendances, etc. Mais depuis une dizaine d'années, fleurissent des instituts de psychanalyse qui, euh, qui délivrent un enseignement sur le modèle de ce qu'étaient les anciennes écoles de psychothérapie qui ont été balayées par
la réglementation. Je rappelle que ces écoles de psychothérapie, que moi je connaissais très bien, avaient une logique, une formation ancienne, euh, une, au fond, avaient comme discipline reine à l'origine la psychanalyse. Presque tous les formateurs étaient analysés. Alors là, c'est très différent maintenant. Ces écoles-là, comme le titre a été réglementé, elles tendent à disparaître. Mais au profit de quoi? D'écoles de psychanalyse, puisque le titre n'étant pas réglementé, ça s'appelle psychanalyse. Et en 5 ans, j'en ai vu, il y a maintenant une trentaine d'instituts de psychanalyse freudienne, de gens complètement inconnus, alors autoproclamés, dont on ne voit pas. On a la liste, hein. La liste que je. Voilà, tu connais aucun nom. Si, si, c'est, comment il s'appelle? Ruffia est bien connu. C'est Éric Ruffia à l'origine. Elle est, alors pour le moment, c'est surtout le sud de la France, mais il y a des instituts de formation. Alors, en ce qui concerne le public, c'est très compliqué parce que pour des gens, je dirais que ça a pris la place des anciennes écoles de psychothérapie, parce qu'il y a un nombre de gens qui veulent devenir psychanalystes, c'est ce recensement-là qu'on peut faire, à l'âge de 40 ans, à partir de l'âge de 35-40 ans. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse en deuxième métier. Alors là, ils ont comme origine des infirmiers psychiatriques, des kinés, des attachés de presse, des anciens patients qui ont été analysés, qui donc veulent devenir analystes. Bon, pas mal de professeurs du secondaire, instituteurs, donc j'ai dit. Et là, ils s'inscrivent, on leur délivre une formation. Ça ressemble, mais complètement à ce que nous faisons, nous, dans les écoles que j'appellerais officielles. Mais qui, toutes ces écoles, hein, les fameuses 19, ne recrutent plus que des diplômés. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que pour devenir analyste, il faut être diplômé. Mais il n'empêche que concrètement, quand on regarde la liste, alors là, j'ai les annuaires, parce que là, c'est des écoles officielles, c'est bien de tous vos annuaires. Tous les annuaires sont sur Internet. Et donc là, la liste, ce sont que des diplômés. Et puis les jeunes, c'est-à-dire on voit que ce sont des étudiants en psycho qui s'inscrivent dans ces associations. Il doit y avoir quand même dans les associations officielles quelques personnes qui n'ont aucun diplôme, mais elles sont membres correspondants, n'ont pas ce statut. Tandis que les instituts de psychanalyse freudienne, alors de toutes les villes, à peu près toutes les villes de province en ont un ou deux. Donc ça fait un réseau énorme. Et en fait, dans ces instituts, dont je t'ai envoyé la liste, la formation est en 4 ans. On exige que le candidat entre dans une analyse didactique avec un des formateurs, fasse un contrôle et on leur fournit des patients. C'est ça qui est très curieux. On leur fournit des patients. Pourquoi? Parce que le mal-être est tel que dans toutes là aussi, il y a un changement complet. La psychanalyse a toujours été un phénomène urbain, de grandes villes, toujours, dans le monde entier. Et là, c'est toutes les petites villes. Donc, y compris d'ailleurs, je pense, progressivement, des villages. Je ne vois pas pourquoi ça se. Pas des villages, mais en tout cas des regroupements. Parce qu'il y a un désert médical, un désert psychiatrique, un désert de tout. Et au fond, ce mal-être, les gens ont un besoin de traitement psychique considérable. Et ceux qui s'inscrivent pour recevoir une formation, je regarde, ils ont à peu près tous ont déjà fait une analyse avec quelqu'un pour des raisons thérapeutiques. Et là, ils s'inscrivent pour devenir didacticiens. Alors, ça s'appelle les instituts de psychanalyse freudienne. Et quelquefois, quand j'en connais qui sont inscrits, j'en connais qui se sont inscrits, qui sont en formation, 2 000 € par an, c'est pas énorme, hein, c'est pas de l'escroquerie. C'est pas du tout de l'escroquerie. Moyennant quoi, là, ils ont des cours, des séminaires. Les séances coûtent environ 50 € la séance, 2-3 par semaine
pour faire une analyse dite didactique, et on leur délivre évidemment ce qu'ils appellent un diplôme non homologué. Alors, en ce qui concerne l'État, ils ont le statut de psychopraticien non homologué, c'est-à-dire ce qu'ont nos vieux psychothérapeutes en voie de disparition, mais qui, moi, je les connais très bien, qui étaient, alors là, complètement de la communauté. Hein. Mon grand ami Philippe Greuer, qui vient de mourir, lui, il avait quand même fait, il avait été analysé dûment dans les écoles. Et donc là, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et puis, comme tu dis, on ne connaît pas, il n'y a pas les CV. J'ai regardé, on ne sait pas qui ils sont. Il y a la liste des didacticiens. Qu'est-ce qu'ils sont? Et quand on regarde ensuite ce qu'ils vont faire, alors évidemment, là, il y a sophrologie, thérapie de groupe, en plus de psychanalyste. Mais j'ai comparé, oui, mais donc le développement personnel, qui lui est considérable. Alors là, c'est autre chose, hein, c'est un autre réseau, mais au fond, il commence à y avoir des frontières floues entre le développement personnel et ces formations, je dirais, qui ne font pas partie des associations psychanalytiques. Mais par ailleurs, quand on regarde Internet, qu'on regarde qui se déclare psychanalyste diplômé, c'est-à-dire avec le titre de psychothérapeute plus le titre de psychologue, on s'aperçoit aussi que là, ceux qui sortent dûment diplômés de l'université, comme il y a un manque de patients, parce que ce n'est pas le même réseau, hein, je ne sais pas si vous me suivez, mais le réseau là dont je viens de parler, il fournit des clients. Il recrute des patients pour les futurs, ceux qui forment. Ce qui fait que les gens qui entreprennent cette formation, ils ne pourront jamais travailler en institution, puisqu'ils ne sont pas diplômés, ils pourront aller nulle part ailleurs que dans un cabinet privé. On leur assure 3-4 patients de départ. Lesquels patients, on le sait, leur enverront les membres de leur famille, de leur village, de leur réseau. Donc, c'est pas mal fait du tout. Alors que les psychologues diplômés, qui souvent font partie des associations psychanalytiques, quand on regarde, eux, ils ont un problème de clientèle. Ils travaillent dans des institutions, 1200, 1300 euros par mois, donc grande difficulté pour payer leur analyse, en plus de leur diplôme. Ils s'installent souvent avec ce titre bizarre qui s'appelle psychologue clinicien, mais quand j'ai regardé, on sait que psychologue clinicien, ça n'existe pas. Ça existe sans... Hein? Oui, 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 on est d'accord. Mais concrètement, psychologue clinicien, ça veut dire psychologue d'orientation psychanalytique, mais pas forcément psychanalytique. Ça a été, oui, ça a été une guerre à j'ai regardé. Ça a été une guerre à l'intérieur de l'université. C'était comment distinguer les psychologues d'orientation analytique des autres. Et on s'était approprié, Glory, etc., le terme de clinique. Je me souviens très bien. C'est la clinique. Voilà. Mais le réseau de cœur, mais c'est flou. C'est complètement flou, de sorte que ces psychologues cliniciens, alors dûment diplômés quand même, travaillent dans les institutions d'État. Bon, à des salaires très, très bas, même, très mal payés, souvent des vacations, et ils sont donc à la recherche de clients. Alors, que font-ils? Je m'excuse du côté sociologique, mais j'ai dit que je faisais ça exprès pour quand même bien décrire. Il y a un changement de cadre complet en une trentaine d'années. Je dirais qu'il y a encore une trentaine d'années, c'est comme nous, quoi. Vous recevez chez vous. Hein. Tu n'es pas installé dans un cabinet de groupe. La nouvelle génération est installée obligatoirement dans un cabinet de groupe avec d'autres psychologues cliniciens, psychanalystes. Pas à 2, à 4 ou à 5. C'est comme les médecins, en quelque sorte, qui sont maintenant, parce qu'ils ne peuvent plus recevoir chez eux, ils n'ont pas les, mais ils ont des moyens, eux, quand même, les médecins, parce qu'ils peuvent se louer. Ils pourraient, mais ils ne veulent plus, pour d'autres raisons. Tandis que là, donc, oui, mais il y a toujours eu une différence quand même entre un médecin et un psychanalyste. Il y a, donc, il y a un changement radical. Le psychanalyste, c'est quand même quelque chose qui fait que son cabinet est particulier, chargé d'histoire, chargé même si on ne met pas des photos de famille
bon, chargé d'une bibliothèque, chargé de toute une culture qui compte énormément. Combien de nous, on a eu des analysants qui disaient là, ou qui regardent la bibliothèque, ou qui disent, mais là, il y a ça, qui se disent, est-ce que votre divan ne ressemble pas à celui de, etc. Les statuts, absolument, la manière dont le divan est conçu, et le patient, d'autrefois, a l'impression d'entrer dans une intimité de la personne, parce qu'il peut croiser un enfant, une femme de ménage, une intimité, quelquefois il va aux toilettes, bon, même la petite salle d'attente est aménagée, etc. Tandis que là, maintenant, avec les cabinets de groupe, il n'y a rien dans le... C'est un petit peu comme dans les cabinets de groupe des institutions psychanalytiques, hein, SPP ou autres, qui ont donc des instituts et qui reçoivent, c'est les cabinets de groupe qu'on a à l'hôpital, hein. C'est-à-dire, mais c'est quand même en privé. Ce qui fait que ça change, à mon avis, ça change quelque chose à la relation transférentielle. Ils croisent évidemment les patients des autres, ce qui est tout à fait nouveau, parce que la règle quand même était, alors sauf avec les gens qui pratiquent ces fameuses séances de 5 minutes, où là, on entre dans un endroit où il y en a 40 qui attendent, mais pour, je dirais, le psychanalyste classique, hein, à une demi-heure de base, en principe, on s'arrange quand même pour que les patients ne se croisent pas. Et ça peut être une exigence aussi d'un patient. On les prend, on sait qu'on peut les prendre à 9 h du soir ou le matin, qui veulent en aucun cas croiser qui que ce soit. Et ils y ont droit. Ils ont droit à cette... et ceux dont on sait qu'ils viennent, il y a les personnages publics, il faut qu'ils croisent personne. Et puis alors, il y a ceux qui, évidemment, viennent très très tôt le matin ou tard le soir parce qu'ils ne veulent pas avoir, s'ils ont un travail de bureau, euh, il faut que ça soit en dehors des heures de bureau. Bon, quand c'est évidemment d'autres types de métiers, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir à n'importe quelle heure. Mais là, il y a tout ça. Alors, dans ces cabinets de groupe, évidemment, le respect de l'anonymat n'existe pas. Et puis, en effet, c'est un type de clientèle qui est très différent. Quand on regarde le type de clients qu'ils ont, il y a en effet pas de célébrité, pas de grands bourgeois, pas de showbiz, pas de... Bon. Donc, en fait, la clientèle élitiste reste très importante et celle-là, elle ne vient pas dans ces cabinets de groupe. Donc, la population analytique a complètement changé. Ceux qui viennent en analyse dans ces cabinets de groupe de psychanalystes diplômés, et alors, ce n'est pas les mêmes que ceux des instituts dont j'ai parlé, autoproclamés. Voilà. Et là, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, si on regarde que c'est pas, qu'est-ce que c'est que cette psychanalyse sauvage qui s'étend maintenant sur tout le territoire? J'arrive pas, par exemple, je ne peux plus compter si je prends tous ces instituts, il doit y en avoir maintenant une trentaine. J'arrive pas à compter combien ils sont, quelle est la clientèle, qu'est-ce qui draine. Bon, on sait qu'il y a 5,5 millions de personnes en souffrance à la recherche de traitements psychiques, que ça augmente, hein. Je ne parle pas des psychotiques, mais en souffrance classique. Bon, donc ça veut dire quand même que ces personnes en souffrance, ils vont aller là. Ils vont aller où il y a une offre, hein. Euh, et donc, on n'arrive pas, pour le moment, c'est absolument impossible de les comptabiliser, mais ça veut dire qu'il y a tout de même une imprégnation de la psychanalyse qui, ayant déserté les hauts lieux de l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire de la médecine, où il n'y a plus de services de psychiatrie dirigés comme autrefois par quelqu'un qui est psychanalyste, c'est de la psychiatrie chimique, les grands services, hein, qu'on connaît. Mais il y a une imprégnation de la psychanalyse dans la société civile par le biais de toutes ces associations qui maintenant ne s'appellent plus psychothérapie, puisque c'est réglementé, qui s'appellent psychanalyse. Alors, la question que je pose, et je n'ai pas de réponse hein, pour le moment, mais ce qu'on voit se faire, c'est pour ça que j'en avais déjà parlé, est-ce que il ne faut pas aller vers une réglementation du titre de psychanalyste, hein. Étant entendu que le schéma qui est, il y a toujours un charlatan pour quelqu'un qui est le charlatan de l'autre, hein, ça c'est absolument
le schéma déridien, hein, le pharmacos, il y en a toujours un autre qui sera le charlatan de l'autre, etc. Ça se reproduira. C'est-à-dire, s'il y a une réglementation du titre de psychanalyste, eh ben, ils s'appelleront psycho quelque chose et ils feront de la même imprégnation. Donc, je me pose la question parce qu'en même temps, cette prolifération d'instituts est un problème. Parce que comment les différencier des autres associations? Nous le savons. Mais pour le patient, je ne vois pas comment, ou pour des gens qui veulent entrer en formation, parce qu'il y a aussi un autre problème. À l'université, par exemple, quelqu'un qui veut devenir psychanalyste en deuxième métier, qui a 40 ans, et qui veut faire un cursus en psycho, bah, il ne peut pas, pratiquement pas. C'est très difficile. On ne les inscrit pas. On les inscrit pas. Alors, sauf dérogation, c'est sûr que s'ils sont, je sais pas moi, qu'ils ont des titres universitaires importants, ça peut être comme ça. J'ajoute que dans ces instituts freudiens autoproclamés, il y a il y a des médecins qui s'inscrivent pour avoir une formation analytique, même des médecins, en général des généralistes. Donc, on a ce tableau-là. Alors là, ce qui m'a aussi frappé, c'est pas illégal, c'est pas une escroquerie. On leur prend pas une somme astronomique pour rien donner. Il y a des vrais enseignements. J'arrive pas à bien savoir qui enseigne quoi. Mais enfin, c'est pas, je ne peux pas classer ça dans l'escroquerie. C'est pas possible. Je veux dire, du point de vue juridique, puisque le titre n'est pas réglementé, après tout, tous ces gens qui sont psychanalystes, enfin en tout cas qui disent qu'ils sont psychanalystes, le schéma, ce que je t'ai envoyé comme liste, le fait que tu ne reconnaisses personne, c'est-à-dire que tu ne peux pas établir une filiation. À la limite, s'il y en avait un qu'on connaît, moi, le fameux Ruffia, j'ai essayé de voir, il est mort maintenant, j'ai essayé de voir d'où il venait, nulle part. Donc, je me demande, moi, d'où ils viennent, hein, et je n'ai pas de réponse. Et quand on les interroge, alors, ils ont aussi sur Internet un fonctionnement très particulier, les psy parlent aux psy. Ça s'appelle Psy parle aux psy. Alors, on regarde, ils sont inscrits sur cette espèce de plateforme, ils racontent des histoires, ils se renvoient. Je n'arrive pas. Là aussi, il y a une absence totale d'historicité. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Ça. Bon. Alors, ça, c'est un premier point. Par ailleurs, il y a l'immense fédération des psychologues. J'ai un peu été regardée. Alors ça, c'est des diplômés, ce qu'on appelle la FFPP, qui a une vingtaine d'associations, donc de psychologues, entièrement tous diplômés. C'est les fameux 73 000 psychologues français. Oui, mais je pense que c'est... Alors, attention, dans ces 73 000, il y a les scolaires, les psychologues du travail, les psychologues des fameuses antennes. Quand on entend qu'il y a un accident et qu'on envoie une antenne de psychologues, c'est cela. Voilà. Alors ça, c'est 73 000 psychologues, parmi lesquels ils se comptent, eux, à peu près 25 000 psychologues dits cliniciens. Je suis allée chez eux, j'ai été voir, c'est dirigé, la FFPP maintenant est dirigée par Gladys Mondière. Mais Gladys Mondière, elle est psychanalyste. Donc, elle est formée par de Lyon, elle est absolument psychanalyste, SPP. La filiation est assez facile à établir. Mais elle dirige donc cette immense association. Alors là, ils invitent évidemment des conférenciers de tous bords. Et ça a pignon sur rue, c'est la psycho. Et alors, que font-ils, ces psychologues cliniciens? Très difficile à recenser, ces associations, parce que la quasi-totalité de ces 73 000, je dirais que sur ces 73 000, en réalité, il y en a environ 50 000 qui sont affiliés à rien. Ils peuvent venir un peu partout. C'est des psychologues de toute tendance. Ils ne sont pas affiliés à une association particulière. C'est pour ça que ces fameux 73 000 que l'INSEE a recensés
ils sont pas tous dans des associations. Donc, c'est très difficile de dire, ils sont dans la nature. Sont affiliés à la FFDP, c'est-à-dire toutes ces associations, sont affiliés à peu près 3000 en tout, sur les 73 000. Ceux-là, c'est les fameux psychologues. Et c'est ceux qui sont maintenant contestés par un certain nombre de psychanalystes. Maintenant, la guerre entre psychanalystes. Alors, la guerre n'est plus tellement aujourd'hui entre associations psychanalytiques rivales. Je pense que pour le moment, c'est apaisé, je dirais, à l'exception de l'école de la cause, qui continue à faire la guerre aux autres. Mais enfin, bon, quand même, si, quand même. Sinon, les écoles analytiques classiques, c'est-à-dire les nôtres, hein, se fréquentent entre elles. Ça, c'est vraiment, en gros, se fréquentent entre elles. Oui, mais l'école de la cause a une particularité, elle est militante. Et c'est un problème, parce que être militant aujourd'hui, c'est pas la modernité, c'est pas du tout, parce que là aussi, alors, le changement de paradigme de modernité, être aujourd'hui militant, idéologue, prôner, comme le fait l'école de la cause, un type de formation, considérant que les autres sont pas bonnes, parce qu'ils restent avec ça, ils restent quand même avec cette idée, le fonctionnement interne est quand même très intéressant. L'obligation de refaire une analyse dans l'école, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à Espace. Quelqu'un, psychanalyste, a été formé, dûment formé, membre d'une autre association, il peut y avoir un jury, on ne l'oblige pas à refaire une. Oui, les forums. Alors, l'ASPP, mais alors l'ASPP, oui. Ah bah, bien sûr. Voilà. Voilà. À ce moment-là, à la SPP maintenant, mais c'est pas pour des raisons, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. La SPP est une institution, donc c'est 1200 membres, hein, c'est la plus grosse institution en France, plus tous ses affiliés. C'est un peu tombé en désuétude d'obliger le nouveau candidat à refaire une tranche quand on a pu voir d'où il venait. Bon, quand même. Voilà. Et avec les diplômes. C'est devenu très difficile. D'abord, ça coûte très cher. Et que donc, et puis alors, la moyenne d'âge de la SPP et de l'APF, c'est la même chose, hein, du point de vue de l'appartenance, c'est l'IPA, la moyenne d'âge, alors là, c'est 60 ans. Donc ça, c'est un problème épouvantable. Ça veut dire que ces associations d'IPA fonctionnent du point de vue financier par des cotisations des adhérents qui ne sont pas membres encore, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les élèves, qui n'ont pas encore la reconnaissance. Mais on peut rester élève jusqu'à 50 ans. Oui, mais le problème, c'est une anomalie totale, sans avenir. Parce que ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans aucun pays, aujourd'hui, même s'ils le justifient, j'en ai parlé, ils disent carrément, on ne peut pas être un bon analyste avant 50 ans. Bon, j'ai dit peut-être, mais on a un ministre de 30 ans. Donc, c'est impensable. C'est-à-dire à niveau égal. Non, ce n'est pas possible. Les très hauts diplômés en médecine, les grands patrons, etc., on arrive à la profession à 35 ans. On est patron. Non, 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 c'est impossible. Ça, je ne cherche pas. Ça, c'est la mort. Hein. C'est la mort programmée. Alors, là, je ne vais pas me mettre. Alors, ici, là, sur ce que je décris, j'entre pas dans la qualité, hein, dans la capacité ou la compétence. J'entre dans la description dramatique de la société, c'est-à-dire les deux sociétés de l'IPA, les plus importantes, hein, 1200. Mais elles fonctionnent très bizarrement, elles fonctionnent réellement avec des gens qui n'ont pas les titres, qui seront jamais avec le statut de didacticien ou avec le statut d'associé. Il y a deux titres dans l'IPA. Hein, c'est membre full member ou membre associé. Hein, voilà. Alors, les full members, moyenne d'âge 60 ans, les membres associés, moyenne d'âge 50 ans, et les autres qui ne sont pas membres payent des cotisations très importantes pour avoir un statut d'élève qu'on appelle soit adhérent, etc.
Maintenant, l'IPA a reconnu ces statuts de gens qui vont payer à vie sans avoir les titres. C'est impossible. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'ils auront des mauvais. Parce que je suis désolée, dans une société comme la nôtre, si on n'est pas reconnu pour ce qu'on vaut réellement et que ça ne se traduit pas sur le plan de l'ambition professionnelle, ça veut dire qu'on est des ringards. Je ne vais pas chercher la qualité. Il y en a peut-être très bons là-dedans qui sont de très bons analystes, mais professionnellement, c'est impensable. C'est impensable qu'on vive dans une société comme la nôtre, hein, où, voilà, dans toutes les autres professions, avocats, ministres, énarques, tout ce qu'on voudra, médecins, grands patrons, c'est pas possible qu'il y ait cet écart d'âge. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça se traduit sur le fait que c'est des gens en souffrance psychique. Mais évidemment, pourquoi ils vont là et pourquoi ils acceptent cette position masochiste qui est de rester élèves? Et quand on les interroge, on le voit, j'en ai beaucoup parlé avec ceux qui restent à vie quasiment, hein, en tout cas élèves, ils ont des problèmes psychiques. Alors, on ne va pas rentrer, on a tous des problèmes psychiques, hein, mais la carrière professionnelle, quand on voit ce qu'est devenu la profession, des souffrances psychiques majoritaires, 80% de femmes, féminisation. Non, mais c'est un problème. C'est un gros problème aussi. La parité, oui. Quand ça s'inverse complètement, ça ne va pas. Donc, du point de vue strictement d'une description sociologique, je le dis tout de suite, je ne vais pas entrer dans les compétences, parce que là, il y a des gens formidables qui n'ont pas de diplôme, qui sont géniaux. Je ne parle pas de ça. Ce que je dis, c'est que là, on n'avait pas ça dans les années, je dirais, alors pas dans les années 60, même pas dans les années 90, il y avait encore une réalité de possibilité d'avoir un avenir dans cette profession. Alors, quand on regarde évidemment l'école de la cause dont tu parlais, la question, alors elle est haute, il y a beaucoup plus de jeunes. Simplement, peut-être, mais alors là, c'est des militants. C'est une structure de parti, ce qui fait problème, hein, surtout aujourd'hui. Parce que une structure de parti et de parti autoritaire, avec une formation qui est celle de Paris 8 et qui n'est pas homologuée de la même façon, hein, là, il y a eu des accords, mais quand même, c'est pas la même chose. Ça donne pas un titre professionnel. Donc, c'est une école, je dirais, c'est un parti. C'est un parti, mais qui n'a pas de débouché politique. C'est un parti politique sans, sans débouché pour occuper des places dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette école est à elle-même sa propre référence. Autrement dit, l'avenir des gens qui y sont, leur avenir futur, c'est de rester dans la même société. Sinon, ils ne sont rien. Il n'y a que leur association qui peut leur décerner une réalité. Ça s'appelle une secte, tendanciellement. Ce n'est pas une secte, hein, au sens... Mais c'est quelque chose qui tend vers la secte. Autrement dit, ils ne peuvent pas voyager ailleurs. Hein, ils ne peuvent pas changer de poste. Dans les sociétés démocratiques, on change de boulot. Hein. On est dans une banque, on passe dans une autre. Même quand on est avocat, prenons les professions libérales. Là, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils ne pourront pas avoir la reconnaissance ailleurs, compte tenu de la formation. Donc, c'est un problème aussi. Moyennant quoi, je dirais que la meilleure structure pour une association psychanalytique, et je le dis en toute objectivité, je pense qu'Espace Analytique l'a réalisé, mais d'autres aussi. L'ASPF fonctionne pareil. Hein. C'est le même type de... Il y en a plein qui fonctionnent comme ça. C'est l'idée quand même qu'on renonce à un militantisme, qu'on renonce à l'idée que l'adhésion à sa propre société, c'est une fin en soi. Hein. On peut imaginer une circulation. Il y a des gens très divers. La nécessité d'un diplôme, aujourd'hui, me paraît évident. Hein. Pour les jeunes générations à venir, on ne peut pas recruter ailleurs que des diplômés, parce que sinon, c'est la voie d'entrée à ce que tous les patients deviennent psychanalystes. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui augmente? Le nombre de névrosés, le nombre de psychotiques, ça a toujours été un problème dans les sociétés psychanalytiques. Freud l'avait posé dès le départ, pas trop de malades mentaux qui deviennent psychanalystes. Bon, je le dis comme ça. Alors, voilà, l'école freudienne, évidemment,
changé la donne parce qu'il y en avait beaucoup trop, ce que disait toujours le conseil d'administration. Ma mère est au conseil d'administration, donc elle tentait de le dire. Bon. Mais c'était une réalité. D'ailleurs, moi qui étais membre de l'école freudienne en 69, on voyait bien qu'il y avait énormément de pathologies. Mais enfin, c'était quand même une époque où peu importe. Il y avait une émancipation. Il y avait Lacan. D'abord, il y avait quand même une extraordinaire liberté, parce qu'on oublie de dire, l'école freudienne de Paris, elle était démocratique en diable, puisque tout le monde votait. Tous les membres, il y avait des catégories de membres selon la qualification AE, AME, membres simples. Évidemment, mais évidemment. Mais ça c'est autre chose. Là, je parle, on ne rentre pas, parce que ça, oui, mais les conditions. Oui, mais surtout, il n'empêche qu'après, c'était le pouvoir transférentiel interne alors à la cure analytique. Ça, c'est encore un autre problème. Comment combattre l'emprise transférentielle d'un analyste sur ces analysants? Ce n'est pas ce sujet-là que j'aborde. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais déjà, les statuts, quand même, permettaient ce moment. Mais je ferai remarquer quand même que l'école freudienne de Paris a duré 16 ans. C'est une séance courte. Ça ne pouvait pas. C'est ça qui est intéressant, la durabilité. Dès que ça dure, parce que l'école de Lacan, ce n'est pas l'école freudienne de Paris, elle dure. Aujourd'hui, les associations durent. Donc, l'école, je dirais que l'école freudienne de Paris a été une expérience, un peu comme l'université de Vincennes, une expérience très particulière, un laboratoire d'idées nouvelles, de quelque chose qui a été une sorte de révolution dans l'analyse, liée ou pas à la présence de Lacan, parce qu'il n'y avait pas que Lacan, hein. Il y avait quand même autour de lui des gens qui n'étaient pas des clones, qui n'étaient pas des serviteurs comme ça. Lacan poussait, à juste titre, là on en parlera après, à ce que les membres de l'école aient des diplômes universitaires les plus hauts possibles, les plus hauts possibles, faites carrière. Alors bon, il y avait des gens qui disaient, mais on s'en fiche, mais il y avait le fait de carrière, en quoi il avait parfaitement raison. Hein. Et puis, alors, il y avait une autre tendance dans l'école freudienne de Paris, qui était au contraire, je dirais presque 68 ânes, et qui venait des Clavreul et autres, qui étaient faites pas carrière. Hein. Il y avait une injonction à surtout pas faire carrière, parce qu'il y avait évidemment dans l'école freudienne de Paris des courants. Il y avait les libertaires, les réactionnaires conservateurs, les sociodémocrates, enfin, je traduis, mais je dirais que Lacan avait une culture de l'excellence. Il poussait à des carrières importantes. Ça lui était assez reproché, d'ailleurs. Et ceux qui poussaient à ce qu'il n'y ait pas de carrière, sur le moment, peu importe. Les gens avaient beaucoup de passion parce qu'il y avait une mode de la psychanalyse qui était qu'on allait en analyse. Ça aussi, c'était une autre époque. On allait en analyse, pas du tout parce qu'on avait des problèmes, mais parce qu'on voulait faire l'expérience du divan comme expérience existentielle. Hein. Donc, c'était d'ailleurs fascinant et très intéressant. C'était d'autres problématiques. Mais ça n'a pas duré. Et ça, à mon avis, ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer parce qu'à partir du moment où ça dure, les choses se dogmatisent. Voilà. Et à partir évidemment de la passe et surtout de l'échec de la passe, automatiquement, les choses se sont radicalisées. L'école n'était plus viable. La dissolution, c'est pas seulement la décision de quelqu'un, même si ça a été le cas, c'est que ça marchait plus. Moi, j'ai été membre depuis le début, donc on voyait à l'intérieur, il y avait des moments. Moi, je suis entrée en 69, donc c'était déjà 5 ans après les débuts, c'était déjà plus les débuts. Hein. Mais ça allait très très vite. On voyait déjà se former autre chose. Donc, je situerais historiquement l'école freudienne comme un moment d'une séance courte dans la longue histoire qui a posé le laboratoire d'autre chose. Et puis ensuite, ben non. Et d'ailleurs, pendant 20 ans après la dissolution, tout s'est recomposé tout à fait autrement. Maintenant, c'est la stabilité. Mais voilà, alors ça surgit ailleurs. Hein. Et puis, on a des associations de type libéral, hein, avec. Alors, c'est pas non plus sans problème d'être éclectique. C'est le seul choix possible, à mon avis. Hein, c'est celui
l'espace. Mais c'est pas simple non plus. Parce qu'à quel moment on arrête? À quel moment on dit, bon, là, ça ne va pas, hein? Vous pouvez quand même pas défendre ça et ça, sinon on sort de la psychanalyse. Bon. Donc l'éclectisme qui est nécessaire à un moment donné, il faut aussi qu'il ait des bornes. Bon. L'engagement dogmatique politique qui transforme une école en parti, ça ne va pas non plus. Donc on est aussi à la recherche aujourd'hui, en tant qu'héritier, de quelque chose qui fonctionne et qui soit ni un parti, ni à n'importe quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, qu'il faut essayer de voir. Je ne suis pas en train de donner des solutions, j'en ai pas. Et évidemment, dans une société comme les nôtres, où vraisemblablement l'offre de traitement psychique, c'est le développement personnel massif sur tout le territoire, ce que j'ai décrit en plus. Donc, comment faire à l'intérieur de tout ça? L'extraordinaire développement des psychologues. Et maintenant, on assiste alors à quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est vrai qu'il y a moins de bagarres, de conflits entre les différentes écoles, moins qu'autrefois. Mais il y a de nouveau une bataille invraisemblable de psychanalystes contre les psychologues, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens, hein. Cette bataille qui est menée aujourd'hui par l'école de la cause est, à mon avis, un non-sens. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, J'allais le dire au fond comme ça. On ne va pas mener maintenant des batailles contre les psychiatres biologistes et de l'autre côté les psychologues ou les cognitivistes. À mon avis, de toute façon, bien entendu, là, il y a une bataille, hein. Les cognitivistes veulent toutes les places, mais elles ne les auront pas. Parce que les gens, ils ne vont pas vers les cognitivistes, ils vont vers le développement personnel. Autrement dit, ce que je voulais dire là, il y a une nouvelle donnée qui s'appelle la société civile et qui génère une loi de l'offre et de la demande qui passe plus par les grandes institutions, mais qui passe par la société civile elle-même à l'horizontale. On vous fournit une formation, on vous fournit les clients avec, et les formateurs ne viennent plus d'un lieu historique connu, ils jaillissent du terrain, hors université, hors association académique, hein, parce que la psychanalyse, même si les sociétés analytiques ne sont pas l'équivalent, disons, c'est pas le même fonctionnement que l'université, mais quand même, c'est un fonctionnement académique. Il y a des règles. Il y a des règles de formation, il y a des jurys, il y a des diplômes, on sait qui est qui et vient d'où, tandis que là, ça surgit de la société civile elle-même, et donc de quelque chose qui n'est pas contrôlable et qui ressemble, à mon avis, fortement aux associations de médecine parallèle. Parce que ça ressemble. Ah ben oui. Alors l'homéopathie a un statut très particulier en France, puisque on a fait cette chose que moi je trouve insensée, qui est que pour faire de l'homéopathie, il faut être médecin. Moyennant quoi, en France, pas en Angleterre, hein. Bon. Donc moyennant quoi, on a brouillé les cartes, puisque on va chez un médecin qui est en fait homéopathe, mais on croit qu'on va chez un médecin parce qu'il a le diplôme. Moi, je pense que ça a été une très grave erreur d'exiger pour le contrôler qu'un homéopathe soit médecin, parce qu'il est médecin. Et un médecin, c'est un médecin. Bon, c'était beaucoup mieux de laisser l'homéopathie. Alors, ça, il y avait quelqu'un. D'accord, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais ça, c'est une position perverse de dire ça, hein, ou une position d'humour quand même, parce que ça ne va pas. Bon, et je me souviens alors d'avoir beaucoup parlé avec ça. J'avais un point d'accord avec Bernard Accoyer. Son objectif, mais on l'oublie un peu, c'était pas la psychanalyse, c'était de lutter contre les charlatans et les homéopathes. C'était son combat, c'était les homéopathes. Et il voyait chez les psychothérapeutes, à tort, il voyait que des homéopathes liés aux médecines parallèles. Or, dans les associations de psychothérapeutes que j'ai beaucoup fréquentées et qui étaient parallèles à l'histoire de la psychanalyse, il y en avait des homéopathes. Ça, c'est vrai. Des homéopathes non médecins. Enfin, ça flirtait beaucoup avec les médecines parallèles. Voilà. Donc, ça flirtait avec les médecines parallèles. Comme je les ai fréquentées, je leur ai dit ça, non. Hein? Comment vous allez faire avec ça? Faites attention quand même, parce que vous allez être poursuivi pour exercice illégal de je ne sais pas quoi, parce que, en effet, il y avait même des théories
psychosomatique absolument démente, enfin qu'on connaît, mais qui existait aussi à l'intérieur du mouvement psychanalytique. Par exemple, la psychosomatique de la SPP, bien connue, qui étaient des médecins, ils ont eu beaucoup d'ennuis. Hein. Parce que là, tel cancer se développe plus facilement sur une névrose obsessionnelle que sur une hystérie, c'est pas possible. Bon. Alors, tout ça est tombé en désuétude, fort heureusement. Parce que si ça s'appelle pas du charlatanisme, ça s'appelait de la médecine, des médecines parallèles. Et c'était pratiqué par des médecins et même des gens très, très bien. Enfin, Michel de Musan, un très grand psychanalyste par ailleurs, clinicien magnifique de la SPP par ailleurs. Il a été attaqué par l'ordre des médecins à un moment donné à cause de ce fameux institut de psychosomatique était bourré de théories aberrantes. On sait que aux États-Unis, ça a été le grand problème de l'école de Chicago de Franz Alexander, qui évidemment voyait des problèmes psychiques dans les ulcères de l'estomac jusqu'au jour où on a découvert la bactérie et que là, ça a été l'effondrement. Donc attention, et j'en viens à mon dernier point, euh, et là, ce n'est pas du conservatisme, je pense que dans les formations, euh, euh, on en a souvent parlé, que dans les formations de psychanalystes, on ne va pas revenir sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour être psychanalyste. Mais connaître la médecine, moi, et je dis bien la médecine, pas la psychiatrie. La psychiatrie, c'est autre chose. Bon. Mais tout de même, le très gros problème aujourd'hui, avec tous ces psychanalystes qui n'ont qu'une seule formation, c'est la psycho, il y a un grand absent, ils ne connaissent pas assez la médecine. Moyennant quoi, ils peuvent être confrontés à des diagnostics qu'ils ne sont pas capables de faire parce que un psychanalyste doit être capable, non pas d'être médecin, mais de voir à quel moment le patient, c'est pas psychique son truc. Hein. Et que il faut, puisque nous savons, oh, voilà, voilà, exactement, une conversion. Ah ben ça, combien de fois? Alors, combien de fois nous avons, nous aussi, quand on est des bons cliniciens, on commence par envoyer aussi ses patients chez le médecin, hein, parce que la caractéristique des névroses d'aujourd'hui, c'est... Tu sais ce que Octave Menini racontait à propos de la première séance chez Lacan? Oui, 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 attention. Oui, Octave Manuni, mais ça, c'était parce qu'il y est allé en 50. Lacan faisait. Il était âgé. Oui, Il se plaignait de symptômes. Lacan a pris l'attention. Alors, Lacan avait été double avec ça. Avec certains, il faisait ça, avec d'autres, pas. Mais Lacan avait un bon diagnostic. Enfin, il avait un bon diagnostic. Il y en a beaucoup qui avaient un bon diagnostic. Il ne confondait pas. Combien nous connaissons tous des gens qui, à un moment donné, enfin, cette interprétation, l'âge et ça, c'est un cancer. Le cancer, c'est du réel, ça suffit. Ça ne relève pas de l'analyse. Il disait ça. Hein, il le disait comme ça. Donc, mais il y avait, et puis il y avait quand même beaucoup de médecins compétents autour de lui. Mais je pense que le combat pour l'analyse profane qui a été si important a masqué le fait que, d'accord, on n'a pas besoin d'être médecin pour être psychanalyste, mais attention, on a besoin, je dirais, d'une part d'une culture qui permet de connaître ton histoire, qui permet de connaître son histoire, mais d'une culture médicale minima quand même. Évidemment. Oui, mais quand même, savoir quand même. Ah bon, là, on m'entend pas bien. Là, ça mieux. Non, mais c'est pas grave. N'ont pas entendu comme ça. À propos d'Octave Benoni, c'est ça? Non, non, je racontais qu'Octave Benoni relatait son premier rendez-vous chez Lacan. Alors, c'est vrai qu'Octave est allé voir Lacan. Il était déjà assez âgé, il avait quelques petits soucis de santé. Il était un peu plus vieux que Lacan de 2 ans. Voilà, il était exactement. Et donc, Lacan lui a pris l'attention lors du premier entretien. Voilà. Parce que Octave se plaignait de symptômes somatiques. En plus, comme il revenait de Madagascar, on pouvait imaginer qu'il avait attrapé des maladies tropicales. Voilà. Donc, je le dis, non pas pour vous inciter à prendre l'attention à tous vos nouveaux patients, mais je le dis pour aller à l'appui de ce que dit Elisabeth, d'avoir
un minimum. Voilà. Et puis, avoir le sentiment, malgré tout, qu'il y a aussi une limite, voilà, une limite à ce qu'on peut faire. Oui, oui. Et avoir un bon médecin sous le coude. Oui. Bon, combien de fois on envoie un patient chez un médecin? Bon. Parce qu'une des caractéristiques aussi des grandes névroses, c'est que les gens ne se soignent pas. Donc, Les oncologues actuellement recommandent aux patients surtout pas de stress et faites une thérapie dès que ça va pas. Donc c'est dans les deux sens. alors, autre point. C'est dans un souci d'observance des traitements. Voilà. Mais non, mais là aussi, il y a un problème. Il y a de plus en plus, et notamment chez les oncologues et chez les cancérologues, euh, il y a aussi là une frontière qui s'écarte. Ils ont un peu trop tendance à mettre du psy. C'est-à-dire, dans l'empathie, vous ne devez pas stresser, vous ne... mais enfin, la barbe. Quand on a un cancer, c'est pas marrant du tout. Et je pense que il y a en effet aujourd'hui aussi ce changement dans la médecine qui fait que par rapport à il y a 50 ans, l'obligation, et notamment les lois de 2002 en France, de dire la vérité aux patients. Hein. On est obligé, on ne peut plus cacher pour un médecin. Hein. Donc, l'annonce est une chose épouvantable chez eux. Et donc, les cancérologues je crois que les vrais grands cancérologues, je ne dirais pas qu'il faut qu'ils aient fait une analyse, mais il ne faut absolument pas qu'ils commencent à conseiller aux patients d'aller voir un thérapeute parce qu'ils ont peur, eux, de l'angoisse du patient. Nous savons aussi, et tous les grands patrons en cancérologie, Dieu sait si j'en ai connu, te disent que quand ils font l'annonce, le patient lui-même, qui ne veut pas savoir, bon, on lui dit la vérité, celui qui dénie. Il y a toutes sortes de patients. Il y a ceux qui, au contraire, veulent tout regarder. Bon, et que là, en même temps, on n'a pas besoin de. Je crois qu'il ne faut pas l'envoyer. On envoie trop chez le psy des patients en cancérologie. On ferait mieux de mettre un institut de beauté. Ça- Je pense que l'envoi, la recommandation d'aller voir un psy, etc., c'est aussi lié à ce qu'est devenu la consultation médicale, c'est-à-dire un truc qui dure très rapide, dont le médecin se défile. Je viens de lire un article aujourd'hui qui vient de paraître, qui a été fait par un groupe de chercheurs au Texas, qui montre l'intérêt pour les médecins particulièrement en oncologie, de s'asseoir un peu sur le lit du patient quand ils font la visite et de ne pas passer debout en disant trois mots. On t'annonce un truc, tu vois, cataclysmique. Voilà. J'en ai l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il faut. L'idée du psy, c'est le psy qui va faire le boulot que le médecin, s'efface. Or, il faut un transfert avec un médecin. Et d'ailleurs, quand on est dans un service comme ça, il y a le psychologue qui passe. Hein. Enfin, moi, comme ça m'est arrivé, j'ai vu, on envoie le psychologue. Des médecins Oui. avec les protocoles modernes, lisez le livre de Daniel Brun, Madame Vertigo et son cancer, qui est un livre déchirant, parce que Oui. la conclusion a été écrite quand elle savait qu'elle allait mourir, qui raconte son aventure et ses débats avec les médecins. Et encore, oui, mais elle, en plus, c'était une leucémie, elle a tenu longtemps. Hein. Combien de temps? 20 ans. Ce qui est formidable, c'est que les médecins n'ont tellement pas voulu l'entendre qu'à la fin, elle est morte sur une erreur médicale. Hein. Oui. Donc c'est quand même ça qui. Mais comment ça se fait? Enfin, j'ai lu le truc, mais. Parce que comme elle se plaignait chaque fois que telle chimiothérapie lui donnait des nausées, des trucs comme ça, ils n'ont pas fait attention quand elle commençait à ne plus pouvoir manger. Et au dernier moment, quand finalement ils ont fait un IRM, ben, il y avait le lymphome s'était transformé en leucémie, il y avait des ganglions partout, on ne pouvait plus opérer. Voilà. En fait, elle pouvait vivre. Donc, voilà, la psychologie. Oui, mais ça, c'était inévitable. Non, ça arrive. Au bout de 20 ans, oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Bien, ben, voilà à peu près ce que j'ai pu. Voilà, ce qui, à mon avis, l'avenir doit aussi passer par une analyse de toute cette situation. Alors après, on peut aborder en effet, mais ça va ensemble, quoi. Le fait que la culture
la culture intellectuelle, il y a aussi ce problème-là, on l'a abordé. C'est plus les mêmes qui deviennent psychanalystes, et il y a un manque non seulement de connaissance de sa propre histoire, mais de culture. euh, qui est. Or, ça reste quand même un métier où une part est liée à une certaine, euh, un humanisme. On avait essayé de faire à Espace, de créer, il faudrait le faire, mais c'est très compliqué. Ben non, mais faire ce qu'était l'Institut idéal de Freud, c'est-à-dire faire un séminaire d'histoire des religions, faire un séminaire de littérature, etc. Le problème, c'est que pour enseigner ces choses-là, les gens ne le feraient pas bénévolement comme nous faisons nos séminaires, etc. Donc il faudrait trouver. Mais c'est vrai que cette culture-là est indispensable à la psychanalyse. Mais je voulais te poser une question sur au fond, si les enjeux contemporains, on a au fond d'une part une dilution, une dispersion des formations, hein, euh, avec une massification, je reprends le mot que tu avais, Oui. la massification de la pratique, c'est ce qui a conduit euh, à la réglementation. C'était ton mot, hein, que je trouve très juste. Tu te rappelles dans ton livre, Oui, oui, bien voilà. sûr, je me rappelle. Le mot de massification. Oui, oui. Oui, voilà. Et d'autre part, alors, est-ce que la réaction des groupes analytiques, et c'est en cela que je te pose la question, hein, et c'est en cela qu'elle serait contre-productive, c'est de virer vers ce qui est toujours le risque de tout groupe, hein, c'est-à-dire vers l'initiation, qui d'ailleurs du coup est anti-analytique, vers les effets initiatiques, tels que tu les décrivais, mais euh, tu les disais pour une société analytique que nous connaissons, mais c'est vrai, ça existe peu ou prou partout, et c'est un risque de dérive qui guette toutes les sociétés analytiques. Alors, est-ce que ce risque initiatique serait, voilà, le mode la façon de fabriquer un rempart contre cette pluralisation, cette prolifération d'instituts divers? Oui, je ne l'ai pas abordé, mais c'est ça que je veux dire. Je suis complètement d'accord. La protection contre, au fond, ce qui est vécu comme une défaite, ce qui est vécu comme cette espèce de dérive, et, fabrique des forteresses. Et donc, en effet, le groupe psychanalytique devient la seule protection possible contre cet assaut vécu comme persécutif. Et alors là, il y a aussi ce phénomène qui est très particulier. Et je ne sais pas si tu observes ça chez Psychanalyse, moi je l'ai observé. J'espère que ce n'est pas massif. Euh, Il y a pas mal de psychanalystes qui, par exemple, ne lisent pas la presse, n'écoutent pas la radio. D'abord, ils travaillent de 8 h du matin à 9 h du soir, donc ne sont pas au courant. Mais vraiment pas au courant. Regardent pas la télé, c'est tout juste, enfin, ne sont pas au courant de l'actualité. Souvent, ayant eux-mêmes, alors c'est cela que je vois, publiant par exemple un livre que personne ne va lire, je peux rien, bon, se précipitent en disant à qui je dois envoyer pour avoir. Sauf qu'ils ne savent même pas, mais ils ne connaissent même pas le fonctionnement ni de la presse, ni de rien du tout. Et donc débarquent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Hein, ça c'est. Et je dis, mais vous savez qui s'occupe de. Ah ben non. Ben, je dis, mais si vous ne savez pas. Donc, il y a. Alors, du coup, ça déclenche une idéologie sectaire. Avec. Et à notre époque, qui est quelque chose de terrible, hein, qu'il va falloir combattre, le conspirationnisme. Ça déclenche le conspirationnisme, le complotisme, ça déclenche l'idée qu'il y en a qui ont le bras long, qu'il y en a qui dirigent comme ça de façon occulte. Combien de fois? Alors là, moi, qu'est-ce que j'ai pris? Combien de fois on m'a dit, comment t'es arrivé où tu es? Tu as des accointances, tu connais, voilà. Donc, l'idée que tu puisses devenir quelqu'un par ton propre travail, accéder à une notoriété par le travail, par des années bon, ça devient aujourd'hui très complotiste. Hein. Quand on occupe, je disais tout à l'heure que j'étais entrée dans le dictionnaire des auteurs les plus injuriés, parce qu'il y a ça aussi, dès qu'on occupe une position un petit peu de pouvoir symbolique, hein, il y a un imaginaire
qu'on retrouve chez les psychanalystes, on le retrouve partout, mais beaucoup plus chez les psychanalystes non informés, qui ne savent pas et qui s'auto-protègent avec leur association et qui finissent par dire, par penser le politique, par penser la notoriété en termes de bras longs, de complots, de choses comme ça. Et ça, c'est très fréquent. Alors, évidemment, à l'école de la cause, beaucoup plus, hein, puisque là, étant un organisme de parti, l'idée de la conspiration et du pouvoir, la représentation du pouvoir est invraisemblable, quoi. Avec, en plus, alors chez beaucoup de psychanalystes, quand je connais un ministre, ça veut dire que ce ministre j'ai qu'à aller le voir et puis il va m'aider. Ah ben non, ah ben non, ça marche pas comme ça. Est-ce que ça, c'est pas le reflet, au-delà de quelque association que ce soit, est-ce que c'est pas le reflet aussi de cette inflation égotique moderne, tu vois, moi, bon, par rapport, parce que on était au Japon il n'y a pas longtemps, la méditation au sens traditionnel japonais, c'est quand même pour rejoindre quelque chose qui est de l'ordre du vide absolu. Aujourd'hui, la méditation ou le développement personnel, c'est au contraire le renforcement de l'ego. Moi, c'est le Tout en disant, développement c'est inverse. Oui, oui, tout en disant. Alors, est-ce que peut-être on pourrait laisser deux, trois questions, puis passer la parole à Gisèle, hein, parce que voilà. Hein, voilà, deux, trois questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, si quelqu'un peut intervenir, ou des questions dans le Zoom, hein. Si vous voulez intervenir, vous ouvrez votre micro et vous pouvez parler, hein. Alors, attends, il y a dans certaines institutions, je lis là. Valérie Rodet. Alors, dans certaines institutions, les psychanalystes sont des maranes et en cabinet, les personnes, le tout venant, viennent parfois parler à un psychologue, ça les rassure, et surtout pas un psychanalyste. Mauvaise presse. C'est ensuite qu'elles ont découvert qu'il s'agissait peut-être d'un psychanalyste. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens débarquent aujourd'hui chez les analystes en ayant pris rendez-vous sur Doctolib avec quelqu'un qui est juste dans le quartier, 2 rues plus loin. Bon, mais c'est ce que j'appelle la société civile. oui, oui. Mais ça, parfois, il y a de bonnes rencontres, hein. Oui, oui, mais pas toujours. Non, non, pas toujours, malheureusement. Comment on fait pour... Oui, qui veut... Oui, oui, bien sûr. Merci déjà pour tout le panorama que vous avez dressé. Ma question, c'était, vous avez parlé beaucoup de la prolifération des écoles de psychanalyse, d'institutions autoproclamées. Je ne crois pas avoir noté que vous ayez parlé de la prolifération des écoles de psychothérapie, de la diversification des approches thérapeutiques qui peuvent être la gestalt-thérapie ou tous les outils qui ont été élaborés aux États-Unis et qui peu à peu sont importés en Europe. Alors cette prolifération-là, est-ce qu'elle est pour vous une source d'inquiétude et d'affolement supplémentaire? Je me suis un peu mal expliquée. Les écoles de psychothérapie, elles ont un statut et c'est très bien. Ce qui se passe, c'est pas ça du tout. Les écoles de psychothérapie, Gestalt, thérapie reichienne, thérapie adlérienne, thérapie, bon, je les ai à peu près recensées. Non, ça fait partie de l'histoire de la psychanalyse, ça. Ce sont des dissidences. Et les formations sont parfaitement répertoriées par rapport à ce qu'on appelle la discipline reine, hein. Donc, il n'y a pas une prolifération. Et elles sont déjà entrées en France depuis les années 60. Bien. Mon ami Philippe Greer, il faisait de la gestalt. Il faisait de la gestalt. Il faisait du Rogers. Il faisait ce qu'on appelle la psychothérapie relationnelle. Bon. Ça, c'est parfaitement répertorié, je dirais intellectuellement. Alors, les nouvelles, alors, non, alors, justement, ça n'existe plus. Ça existe, mais elles ont été marginalisées à cause de la réglementation. C'est-à-dire, alors c'est le cas en France, pas aux États-Unis. Ils s'appellent toujours psychothérapeutes dans presque tous les pays. Ce sont les vrais psychothérapeutes. C'est pour ça que la réglementation a été aberrante, hein.
Je m'en suis rendu compte après. Autrement dit, les psychothérapies ont une histoire. Elles sont nécessaires, elles existent dans toutes les sociétés, elles existaient en France. Mais on leur a supprimé le titre de psychothérapeute puisqu'il a été réglementé pour être attribué à des diplômés en psycho. Donc, ces malheureux psychothérapeutes, gestalt, transactionnels, etc., qui ne sont pas du tout des charlatans, hein, mais pas du tout des charlatans, qui avaient leurs écoles privées, mais avec des formations, c'est post-freudien, hein, ça fait partie de l'histoire de la psychanalyse. En réalité, on les a marginalisés et ils ont été obligés de se reconvertir en psychopraticiens non homologués. Ça, c'est unique, c'est unique au monde. Il n'y a qu'en France qu'on a fait ça. Ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Autriche, ça n'existe pas en Angleterre. J'ai, moi, des amis en Angleterre qui ont fait, ils ont été analysés, ils s'orientent vers l'analyse de groupe. Voilà. Et ils font partie d'une association qui s'appelle Analyse Groupale. Ils ont une formation supplémentaire à l'analyse et c'est une psychothérapie. Bien. Alors, cette réglementation en France, comme toujours avec la France, où il y a des problèmes très particuliers, hein, une exception, en fait, on a marginalisé cela. Ce qui fait que, du coup, ce dont j'ai parlé de ces trucs autoproclamés, ils s'autoproclament psychanalystes. Vous comprenez? Les psychothérapeutes Gestalt et transactionnels, ils ne se sont jamais dit qu'ils étaient, ils ne se sont pas intitulés psychanalystes. Ils avaient tous fait une analyse, hein, au départ, ceux que j'ai connus, parce qu'ils ont tous fait au départ une analyse. Mais ils s'intitulaient psychothérapie relationnelle, psychothérapie transactionnelle. Ils n'avaient jamais dit qu'ils étaient analystes. Comme on les a dépossédés du titre, ils se sont retrouvés rien du tout, débordés eux-mêmes par ces institutions qui s'appellent freudiennes, et qui alors là, du coup, on ne sait pas qui c'est. Mais il s'appelle psychanalyste. Autrement dit, d'avoir perverti la nomination psychothérapeute a créé une situation invraisemblable, c'est que du coup, eh ben on prend le mot psychanalyste, il s'appelle psychanalyste, alors que voilà. Pour dire très généralement, on va laisser la parole à Gisèle, mais au fond des psychothérapies, puisque c'est toi qui nous as fait connaître le livre d'Hélène Berger, hein, je te dois ça. Les psychothérapies, il y en a eu dans toutes les sociétés, et c'était des discours toujours articulés aux discours dominants sociaux actuels. Alors, cela existait, et c'était l'idée de cette mutation et du fait qu'au fond, la psychanalyse, au sens très large du terme, hein, je ne parle pas de nos sociétés, etc., est en train de rentrer dans le grand flot des psychothérapies. Est-ce que ça ne témoigne pas aussi comment dire, de la place que la psychanalyse, même si maintenant elle semble récusée, pour autant elle a une place dans la culture, c'est-à-dire dans les discours dominants, et que du coup, tu vois, ça a été aussi la cause de sa banalisation et officiellement de son rejet. Voilà. Bon, en tout cas, Jacques Benroubi. Jacques, tu peux poser une question, mais là, on doit écouter Oui, Gisèle. très rapidement. Oui, plus que rapidement. Vas-y. J'apprécie beaucoup le travail de Elisabeth Rodinesco et je suis. C'est une femme qui apporte une richesse. Moi, je voudrais lui demander si, quand elle était membre en 69, elle a reçu des patients. Moi? Oui, Oui. vous personnellement. Oui, bien sûr. Vous avez une pratique, oui. D'accord, parce que ce que disait Freud, c'était qu'à chaque nouveau patient, il faut oublier ce que l'on connaît. Et c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Et c'est ça qui fait la spécificité de la psychanalyse. Chaque cas est totalement différent. Tout à fait. Non, on est d'accord, Jacques, mais là, on rentre dans une autre question. Voilà. Oui, oui, On va bon. passer la parole à Gisèle. D'accord. Voilà, merci. Voilà, donc Gisèle Chaboudet sur la comme à l'usage. Merci. Non, mais je vais être très, très rapide parce que
l'état des lieux que nous a fait Elisabeth était absolument nécessaire, et c'est absolument nécessaire de creuser les points qu'elle soulève ou les constats qu'elle effectue. Donc, moi, je voulais dire juste quelques mots d'un autre point de vue. D'ailleurs, à partir de points qu'elle a également fait remarquer par rapport à l'histoire de la psychanalyse et à la position des psychanalystes, je voulais reprendre certains points. Et je suis particulièrement heureuse qu'elle soit là ce soir avec nous, puisque ça fait longtemps que ces points de vue particulièrement justes, régulièrement justes, nous accompagnent en psychanalyse et nous sont tout à fait nécessaires. Par exemple, les points un ou deux points que je vais reprendre, Elisabeth pense qu'une des sources de l'hostilité que la psychanalyse suscite réside dans le fait que les mots de Freud ont été si puissants qu'ils sont passés dans le quotidien. C'est sans doute vrai. Elle pense aussi, c'est pas là-dessus. Comment? Ah, mais bien entendu. Elle pense aussi depuis longtemps que les psychanalystes sont pour beaucoup dans le rejet actuel de la psychanalyse, qu'ils participent au déclin de leur discipline, notamment par les positions prises sur l'homosexualité, l'évolution de la famille, les rébellions féministes, par leur incapacité à penser leur histoire, dont elle a à nouveau fait état aujourd'hui, et qui est lourde de conséquences pour son avenir. Bien sûr, cette critique a souvent sur les psychanalystes un effet irritatif, mais ça peut aussi faire réfléchir et infléchir leur conception de cette évolution, pourquoi pas. Elle sait qu'elle intervient ce soir, je passe vite là-dessus, puisqu'elle y a fait allusion, dans un cadre, une association où les choses de ce point de vue sont un petit peu différentes de ce qu'elle a évoqué ailleurs. C'est-à-dire ici, par exemple, ces déclarations de position prise à l'encontre des pensées militantes, des féministes, des genders n'ont pas eu lieu. Ici, pour l'essentiel, ils sont au contraire évoqués, étudiés, débattus, leur point de vue, leur accueil, contrairement aux lieux qui s'opposent sans débat à ces modes de pensée, mais aussi aux lieux qui adoptent ces modes de pensée sans débat, tout autant, puisqu'il y en a de plus en plus. Ici, effectivement, un travail s'exerce pour constituer un débat qui est plutôt serein, qui s'étend d'ailleurs à l'heure actuelle. Beaucoup de travaux paraissent dans ce sens. Un débat plutôt serein et intéressant, de colloques, de livres qui le transmettent régulièrement. Pour ma part, j'avais été intéressée par un point, par exemple, qui consistait je n'en prends qu'un bien sûr, qui consistait à montrer combien la lecture des logiques féministes nous éclaire, éventuellement à contrario, mais pas toujours, sur les logiques féminines que Lacan a conçues, par exemple, par l'envers, par exemple, même si elle s'y oppose. Combien encore certaines trajectoires dans ces mouvements nous enseignent. La difficulté à penser notre histoire, l'histoire de la psychanalyse est réelle, en effet, et notamment du fait, ça a été évoqué de loin ce soir, mais c'est tout à fait présent, du fait qu'il persiste en son sein un reste transférentiel absolument massif dans le rapport au savoir, dans le rapport au texte fondateur. De sorte que ce qui est retenu du savoir psychanalytique, ce qui est saisi, ce qui est mis en œuvre, l'est sur des passes de transfert, donc de croyance plutôt que de savoir. Concernant un savoir, par exemple un savoir scientifique, il a à se renouveler, à se mettre à jour en différentes étapes. Eh bien, on sait bien que, à l'heure actuelle encore, on ne se sert pas de certaines découvertes de Lacan parce qu'elles s'opposent trop nettement à celles de Freud ou parce qu'elles paraissent trop audacieuses. Le transfert sur Lacan, au lieu de produire un passage à un type de savoir qui peut se penser en fonction d'une histoire, a réactivé pour longtemps le transfert sur Freud. Au point qu'encore aujourd'hui, par exemple, quand on montre en quoi sont nécessaires pour l'avenir de la pensée psychanalytique les concepts qu'il a corrigés de Freud, chez Freud, eh bien, beaucoup encore s'effraient d'un risque d'opposer les deux, de porter atteinte à Freud, etc., etc. Alors qu'un savoir, évidemment, comporte nécessairement différentes étapes, avec d'une part ce qui en reste valide régulièrement et de l'autre ce qui a à être repensé. Il est remanié en une chaîne continue, alors que lorsque une lecture transférentielle persiste ou prévaut,
je pense qu'elle prévaut encore largement, eh bien, elle se préoccupe d'abord de ce qui constitue le sujet supposé savoir de maintenant, d'avant et éventuellement de la suite. Ça n'est pas libre ni fécond. Lacan a aussi réactivé le transfert par le fait qu'il a chiffré son discours, on le sait, au point qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore totalement déchiffré, encore moins mis en œuvre. La phase de sidération qu'a suscité sa culture de l'énigme est terminée, mais pas celle de l'incompréhension, pas celle qui provoque toutes ces démarches, soit de s'en détourner, soit d'en répandre des contresens. La lecture épistémologique, le commentaire des processus qu'il a mis à l'œuvre a produit des effets, nombre d'effets, toutes ces 30 dernières années notamment, mais le déchiffrage de son sens d'ensemble, lui, n'est pas réellement entendu lorsqu'il est effectué, ce qui est rare. Si on comparait ça à l'interprétation d'un rêve, on pourrait dire que la phase des associations est terminée, mais qu'il reste à les associer, à les assembler pour un sens d'ensemble. Parce qu'il y a bel et bien un sens d'ensemble tout à fait cohérent de l'intervention de Lacan dans la pensée psychanalytique qui se retrouve en bien des points, non pas un sens imaginaire bien sûr, ni même un sens symbolique, mais un sens réel qui saisit ce qui est véritablement en jeu, qui n'est pas une simple métaphore. Et par exemple, sur la pensée du sexe, ce sens d'ensemble de l'intervention lacanienne pourrait être considéré, par exemple, comme revêtant une portée féministe qui est encore relativement ignorée ou refusée, beaucoup plus audacieuse et plus réelle que tous les discours féministes réunis jusqu'ici. C'est d'ailleurs en ce point que j'ajoute un constat qui va dans le même sens que la remarque qu'Elisabeth a faite sur le fait que les psychanalystes participent à leur déclin, non pas seulement parce qu'ils font ce qu'il ne faudrait pas, prendre certaines positions, mais aussi parce qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait, être capable de se saisir effectivement de la deuxième grande étape d'élaboration psychanalytique, lacanienne, de ce qu'elle a de révolutionnaire, de nécessaire, au lieu de psalmodier ce que tout le monde sait déjà. Et par exemple, de relayer, d'aider ceux qui s'attellent à cette tâche, à cette nécessité, au lieu de regarder ailleurs quand la maison brûle. S'ils étaient capables de relayer, de discuter ces découvertes, entre autres celles des mythes lacaniens, par exemple, celle de l'origine topologique du langage, comme conséquence du mode de jouissance masculin dans le rapport sexuel, celui de l'invention des langues par les femmes, comme suppléance à ce rapport, celui de la syntaxe signifiante sécrétée par les hommes pour construire les lois sexuelles qu'il appelle fiction simplette. Eh bien, s'il y en avait quelques-uns, je ne dis pas au moins un, mais quelques-uns, pour relayer, discuter, déployer ces découvertes qui devraient laisser les psychanalystes abasourdis et enthousiastes, ne serait-ce pas déjà quelque chose? Il y a là des thèses d'ensemble bien plus fortes que toutes les hypothèses des féminismes et des études de genre, tout en partageant un souci commun sur certains points. Ne serait-ce pas une nouvelle étape grandement attendue de l'histoire du lacanisme que de montrer en quoi ce qui reste méconnu de cette pensée, ce qui en reste en souffrance, était en avance au siècle dernier et le reste aujourd'hui? Et le reste après le passage des pensées gender et féministes, auxquelles il faut rendre justice sur le bien fondé de certaines de leurs critiques tout en laissant les autres. Par exemple, dans le débat du lacanisme avec les féminismes, qui n'a pas vraiment eu lieu pour sa deuxième grande étape, sait-on vraiment que Lacan avait rejeté d'une façon extrêmement précise cette notion, cette fameuse notion omniprésente de l'anatomie comme destin portée par Freud? On le lit pourtant en toutes lettres en 1967. Il l'avait remplacé par l'annonce que l'inconscient, c'est la politique, ce qui prend tout son sens après le moment où il avait nommé fiction simplette les lois sexuelles, en recul. Celles qui s'énonçaient, on est ce qu'il y a, on a ce qui est. Mais là-dessus, comme sur bien d'autres renversements, le poisson reste noyé, y compris par l'édition. Y compris par l'édition et par les lecteurs, quand ça pourrait être maintenant fort clair depuis bien longtemps. J'évoque là cette pensée du sexe parce qu'elle est la plus centrale et qu'elle renverse le point de vue freudien qui posait le phallus, on le sait, comme une donnée de départ, d'où se déduisait la castration unilatérale notamment à l'aune des patriarcats. C'est cette cause phallique que Lacan appelait une bavure
en 1980 dans Le Monde, il y a presque un demi-siècle, quand il disait « Freud part de sa cause phallique, ce qui ne va pas sans bavure que je m'emploie à éponger ». L'éponger a consisté en effet à renverser le propos en montrant que le phallus était en réalité construit pour s'opposer à la castration au sein du rapport sexuel, au lieu que la castration soit déduite d'un phallus tombé du ciel. L'éponger a été aussi montré en 1971 que c'était l'erreur commune que de prendre ce phallus pour insignifiant, alors qu'il n'est qu'insignifié. Une erreur politiquement construite précisément en un moment pervers de la civilisation comme du sujet. L'inconscience et la politique, en effet, en ce sens. Éponger la bavure n'annule en rien la position freudienne, bien sûr, imprégnée forcément de ce tout phallique des syntaxes patriarcales, mais cela la relativise, la désuniversalise. Et puisque l'invention de la logique du patou s'y ajoute désormais, et qu'on peut en explorer les conséquences, doit-on laisser cette bavure continuer de couler, si je puis dire, après qu'elle a, à juste titre, été dénoncée par les féminismes et gender du siècle dernier? Les psychanalystes, en tant que corps représenté, veulent absolument être du bon côté, dit Lacan, disait Lacan en 1967, du côté du manche. Il poursuivait, alors que pour le faire valoir, il faut qu'ils montrent que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est déjà trouvé quelque part, que ça s'est déjà dit. Fin de citation. Vous pouvez y reconnaître quelque chose de bien actuel, quoi que ce soit constaté dans une précédente étape de l'histoire du mouvement psychanalytique. Il existe nombre de renversements lacaniens comparables à celui qu'il a effectué dans le sexuel. Recenser ces renversements est tout à fait impressionnant et tenter de les mettre en œuvre plus encore. Voilà, j'en reste là. Oui, tu voulais dire? Au fond, ce que tu penses, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses dans l'œuvre de Lacan qui n'ont pas été assez exploitées pour penser notre époque contemporaine. Oui. Alors, oui, moi, j'aurais tendance à, à voir un peu les choses autrement euh, et à plutôt historiser Lacan. C'est-à-dire, Lacan, je ne sais pas si c'est en lui qu'on peut trouver les moyens de penser le contemporain, mais plutôt de situer Lacan lui-même dans l'histoire d'un grand déplacement de la psychanalyse elle-même. Autrement dit, on va, je vais le dire de cette façon-là. La psychanalyse est née dans un monde où Freud a mis incontestablement la question du père au centre, mais du père en train de se déconstruire. Hein. C'est pas lui qui le dit, je dirais. L'historien dit, voilà, Freud a pensé la question du père essentielle. Hein. À un moment, vienne fin de siècle, où se défaisait complètement ce qu'on a appelé le patriarcat. C'est-à-dire, c'est un père mutilé. Freud réfléchit à la transformation complète de la famille occidentale, et c'est de là qu'il invente l'Édipe, c'est-à-dire le patriarche mutilé. Hein. Le patriarche mutilé, c'est le moment où, un siècle après la Révolution française, on- je veux dire, on met en cause la toute-puissance paternelle dans toutes les sociétés. Fin 1885, on déchoit le père du droit qu'il peut avoir de contrôler complètement ses enfants. Hein. C'est la déchéance du père. Et il est contemporain de ça. Ça se défait. Ça se défait. La toute-puissance paternelle se défait. Ça a commencé un siècle avant. Et je pense que Freud est le fruit de ça. Et tous les historiens ont remarqué en effet que, il le dit d'ailleurs lui-même à un moment donné, il ne pense pas la mère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, mais Freud, dans tout ce qu'il écrit en clinique, même s'il voit
les relations épouvantables entre les mères et les filles. Non, la question qui l'intéresse, c'est le meurtre du père. Voilà, c'est les fils et les pères. Alors à partir de là, il ne faut pas non plus essayer de voir, d'attribuer à Freud tous les péchés du monde, hein, parce qu'il a pensé un état de la société. Et c'était complètement émancipateur à son époque. Il a pensé ça de cette façon-là. Mais à l'intérieur du mouvement psychanalytique, il y a un premier renversement, hein. Ça se renverse très vite. Et la mère. Donc on est passé du paternalocentrisme au maternalocentrisme. Et ça, c'est venu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un mouvement que tout le monde a remarqué. Le premier à avoir féminisé la question, c'est Ferenczi. Alors, Ferenczi, il met tout. Il dit, il manque quelque chose dans cette doctrine. Qu'est-ce qu'on fait avec la mère? Bon. Et Freud, d'ailleurs, répond, non, mais là, moi, j'y comprends rien. Il le dit, hein. Il est embêté. Pourquoi? Alors, on peut ramener ça à sa vie personnelle. Bon, moi, j'aurais tendance, oui, bien sûr, pourquoi pas. Il a été aimé de sa mère, il a conçu tout ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin. La société commence à se poser d'autres questions. Mais en revenant sur la question de la mère, on aboutit dans les années 30 à revaloriser ce à quoi Freud avait renoncé pour inventer la psychanalyse, c'est la théorie de la séduction. Autrement dit, il invente, il renonce à la théorie de la séduction, à juste titre, hein, en disant c'est pas possible que tous les névrosés aient eu des traumatismes sexuels réels, parce que sinon, alors, il y a des névrosés, ils n'ont pas eu ça, ils ont eu autre chose. Bien. Mais cette tendance, du coup, qui a été nécessaire, hein, la névrose, c'est le fantasme, c'est pas forcément traumatique, on a oublié le trauma. Et qu'est-ce que fait Ferenczi, le plus féministe des psychanalystes? Il dit, non, mais la mère, retour à tout ça, et dans les années 30, il dit, très clairement, hein, dans ce fameux texte, il dit, il faut tout changer, on doit mettre de l'empathie, on doit mettre du maternel, le trauma, ça existe, la plupart des enfants ont eu des abus sexuels dans leur enfance, bon, et donc il remet ça à juste titre. C'est de ces débats que j'aime bien, moi, en général, les deux ont raison. Alors évidemment, si on avait suivi les innovations de Ferenczi, il n'y aurait plus de psychanalyse, hein, c'est clair, hein, l'empathie, l'analyse mutuelle, le truc. Mais le courant ferenzien, il a ramené à l'antériorité de l'abandon de la théorie de la séduction. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, cette question du passage du père à la mère et donc de la féminisation, elle a eu lieu à l'intérieur même du mouvement psychanalytique. Alors, si on prend Mélanie Klein, il n'y a plus que la mère, hein. Donc, tout est dévastateur et en même temps, elle a raison aussi, c'est-à-dire que jusqu'à la Prigard, bien plus large que ça. Donc, elle introduit tout ça en 24 et en même temps, elle change complètement l'analyse de la sexualité féminine. Une fois de plus, les deux ont raison. C'est-à-dire qu'elle permet aussi d'ouvrir un continent dont Freud ne voulait pas. C'est quand même l'analyse des psychoses. Hein, en tout cas, je dirais de l'origine des psychoses. Quand même, elle amène cette origine, l'analyse des enfants en bas âge, enfin, tout ce qui fait que la psychanalyse mondiale est devenue kleinienne. Hein. Winnicott est un produit de tout ça, elle est devenue kleinienne. Ensuite, il y a eu toutes les pathologies du sale. Donc, historiquement, le maternalocentrisme a déjà remplacé le paternalocentrisme. Bon. Tout ça pour venir à l'époque moderne. Alors, qu'est-ce qu'il fait Lacan? Le coup de génie de Lacan, c'est de remettre les deux. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Lacan? Il met les deux. Voilà. Il revalorise la fonction du père sans le paternalocentrisme, 1938. Hein. Le père est défait, définitivement, mais il existe symboliquement. Ça, c'est un grand moment. Attention, il n'existe plus dans sa fonction d'oppression. Il prend d'ailleurs et le communisme et le nazisme, hein, pour dire la revalorisation virile du nazisme, c'est une impasse complète. L'abolition de la famille dans le communisme, ça ne marchera pas parce qu'il faut du père et de la mère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet les deux. C'est le coup de génie quand même. Et on peut dire, et c'est vrai que ça a été perçu comme ça, il est à la fois Ferenczi et Freud. Il va retenir compte de tout ce continent. Et ça change évidemment la théorie de la sexualité féminine.
Lacan, il fait les deux mouvements. Sauf que ensuite, le lacanisme est devenu, au fond, un mode de pensée qui a servi de religion pour tout penser. Hein. Alors maintenant, il y a la troisième étape de la psychanalyse. Et là, vous allez reconnaître le moment contemporain. Tout le mouvement de la théorie du genre, de la vie féminine, elle vient de la psychanalyse. C'est évident. La critique qui est faite à ce moment-là par la théorie du genre, qui est née de Simone de Beauvoir et non pas des psychanalystes, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font? On est passé du maternalocentrisme au gynécocentrisme, au féministocentrisme. Là, maintenant, c'est plus la mère, c'est les femmes. Donc, on repense toute la question de la femme, mais avec un excès. Et oui. Enfin, non, elle a tenté, elle voulait, non, elle voulait rencontrer Lacan, il n'a pas voulu. Elle avait compris ça, mais surtout, le génie de Simone de Beauvoir, c'est surtout d'avoir compris Hélène Deutsch et les États-Unis, qui étaient absolument. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse Lacan et Freud. Voilà, psychanalyse, c'est pas Lacan et Freud. Hein. Soyons clairs quand même. S'il y avait que Lacan et Freud, je ne sais pas où on serait, il y aurait plus de psychanalyse. La psychanalyse, c'est aussi. Enfin, quand même, les grands penseurs de la psychanalyse, il y en a d'autres. Hein. Entre Mélanie Klein, Winnicott, Hélène Deutsch, Karen Horney, d'accord, mais en France, on est un peu trop lacanocentré. On est trop lacanocentré. Lacan, Freud, Lacan, Freud, Lacan. Bon. Alors, Lacan, évidemment, il est génial. Évidemment, il construit un système de pensée. Mais moi, j'aurais tendance à dire, plutôt que d'essayer de penser le contemporain d'aujourd'hui, parce que le contemporain d'aujourd'hui, on est passé alors, par un excès véritablement terroriste sur la question de la féminité. Mais attention, la caractéristique aujourd'hui de l'évolution des théories du genre, c'est le retour complet à la théorie de la séduction, c'est-à-dire le trauma. Là, la totalité du mouvement féminin et de MeToo, c'est de toute façon le triomphe des théories post-férendiennes, à savoir tout est traumatique. Bon. Voilà. Tout est traumatique. Alors ça, c'est l'internationale férendienne, elle est complètement là-dedans. Hein. Pour eux, même s'ils restent quand même, ils ne sont pas complètement passés dans l'idée d'Alice Miller, hein, parce qu'Alice Miller, c'est une grande dérive. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rester de la psychanalyse dans les excès que nous avons sous les yeux, qui sont incarnés tous les jours avec un emploi dogmatique des théories du genre, soi-disant pour lutter contre les réactionnaires du paternalocentrisme, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté Mélenchon, de l'autre Le Pen. Hein, c'est tout. Cherchez pas. Ça devient pénible. On a un gauchisme ultra qui est devenu une espèce de dogme, hein, c'est-à-dire on retourne à la théorie du trauma, il n'y a plus que le trauma, il n'y a plus que l'abus sexuel. Et ça, c'est un vrai problème. Et de l'autre côté, on a des fiefés réactionnaires qui continuent à être homophobes, transphobes. On est exactement dans le mouvement psychanalytique à l'image de ce qui se passe en politique aujourd'hui. C'est ça ce qui m'inquiète. Ça m'inquiète. Quand qui? Ah oui, oui, mais là, alors, ces dérives-là, là, c'est un peu autre chose si on veut le penser de ce qui se passe, et qui est évidemment alors un monde nouveau. Hein. Quelle est la place de la psychanalyse à partir du moment où on retourne complètement à la thèse du traumatisme? C'est un problème. Comment penser? Est-ce que le déballage public des tragédies, des abus, est-ce que ça ne va pas se retourner si c'est un moment nécessaire? D'accord, comme Ferenczi a été un moment nécessaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que c'est la négation de ce qu'est la psychanalyse, c'est-à-dire l'aveu doit se faire dans le transfert et secret. Sinon, ça débouche sur quelque chose qui ne va pas du tout améliorer la situation des femmes, par exemple. Ça se retourne dans son contraire. Ça suscite la réaction, au fond, la plus conservatrice des paternalocentristes qui vont dire halte là, la défaite de l'Occident, la défaite des valeurs, bon, ça te conduit tout droit au fascisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne dans la psychanalyse.
Mais il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc, l'époque moderne aujourd'hui, je suis bien d'accord que Lacan, qui a eu ce coup de génie de mêler les deux, hein, et là, en effet, chez Lacan, il y a les deux choses. Non, non, mais toujours, Lacan a toujours maintenu quelque chose. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Lacan donne les clés aujourd'hui. Mais c'est ça, ça se discute. Il va falloir le démontrer. Alors maintenant, que Lacan soit probablement le plus grand penseur de la psychanalyse, je le pense, depuis longtemps. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons, hein. Il y a ce phénomène unique chez Lacan qui est d'avoir, au fond, fait un système de pensée. Jamais le kleinisme, d'où est issu finalement le lacanisme, jamais le kleinisme n'a inventé une nouvelle philosophie de l'homme. C'est pas le cas, c'est resté des cliniciens. Lacan, il a construit quelque chose d'autre. Il en a fait une pensée anthropologique presque, hein. Il est quand même un penseur à la fois philosophique, anthropologue, et ça, c'est assez unique dans l'histoire de la psychanalyse. Mais le résultat d'aujourd'hui, c'est que ça finit, et notamment en France, par occulter tout le reste, hein. Occulter d'où il vient, occulter les autres approches et puis faire croire peut-être, ou alors il faut me le démontrer, qu'est-ce qu'il aurait prédit de notre époque qui permettrait de dire qu'il avait tout compris. Moi, je pense franchement que c'est impossible qu'un penseur, ou à moins de faire de l'anachronisme, il ne peut pas avoir tout compris de ce qui va advenir dans l'avenir. Mais un peu quand même, non? Oui, allez-y. Enfin, voilà comment je vois les choses. Il faut... Oui, c'est sur les enjeux contemporains de la psychanalyse. Bon, là, la psychanalyse, vous avez bien montré le tableau, est complètement, enfin, ou en passe d'être évincée du soin. Mais c'est elle-même qui s'est évincée du soin. Voilà. C'est parce que de l'invention que Freud a faite de la talking cure, il l'a appelée psychoanalysis. Bon, en tous les cas, on est passé de la talking cure à la psychoanalysis, hein, et ensuite le soin a disparu avec Lacan. Voilà. Bon, voilà. Alors, si bien que c'est un système de pensée, comme vous venez de le dire. Voilà, on est passé du soin au système de pensée, mais le système de pensée, c'est plus du soin. Et voilà, ben non, et ben non, et ben non, et ben non. Justement, c'est comme ça que le soin a pris le pas sur le système de pensée, parce que système de pensée, on peut s'en passer. En Chine, justement, c'est le système de pensée qui est passé et pas le soin. Voilà. Si. Voilà. Et la psychanalyse, elle est entrée dans les départements de philosophie. Voilà. Et c'est enseigné. Et les étudiants ont des patients alors qu'ils n'ont pas fait en Chine. Rodatong, oui. Mais oui. Mais non, mais pas seulement. Mais bon, et la création du. Mais non. Bon, et la création du caractère chinois, parce qu'il y avait rien. Il a fallu créer le caractère chinois. Ben, le caractère chinois qui correspond à psychanalyse, c'est justement système de pensée. C'est quelque chose comme ça. C'est plus du tout talking cure. Voilà. On n'est plus dans le soin. On n'est plus dans le soin. Et c'est comme ça que le soin gagne sur la psychanalyse. Enfin, moi, je ne pense pas que les deux, je pense pas que les deux, ce soit. Enfin, il faut quand même. Je vais conclure. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est un problème qu'il faut quand même commencer à comprendre. Je laisse ouverte la question de l'accord. On la laisse ouverte, hein. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors maintenant, il y a un autre débat. Qu'est-ce qu'on appelle l'implantation de la psychanalyse dans un pays? Voilà.
25 personnes à Chengdu, ça ne fera jamais de la psychanalyse. Le mouvement psychanalytique, pour qu'il existe, il faut qu'il s'implante vraiment dans un pays avec la liberté associative, avec un état de droit, avec et du soin et du système de pensée. Il faut une conjoncture très particulière qui est la liberté d'association. Il n'y a pas de psychanalyse en Chine à cet égard. Il y a des groupuscules. Voilà. Il y a, maintenant, il y a l'IPA, par le biais de psychiatres, mais le tout représente environ 100 personnes. Alors, moi, je veux bien qu'on appelle ça un mouvement psychanalytique, qu'on appelle ça un mouvement tout ce que vous voulez. Concrètement, il n'y en a pas. Il ne peut pas y avoir de psychanalyse dans un pays totalitaire dans lequel on surveille tout le monde avec une caméra. Et il n'y en a pas. Non, non, mais ok, mais c'est pas la psychanalyse. Soit on considère que l'avenir de la psychanalyse, c'est en Chine, c'est en Iran, c'est dans, non, mais peut-être dans les pays que c'est en Iran ou en Chine. Voilà, ils pensent ça. Non, non, mais alors il y a tout un courant extrémiste que j'appelle extrémiste indigéniste qui considère que l'avenir de la psychanalyse, il est bien mieux que dans les pays démocratiques où c'est une catastrophe, et qu'il est en Iran parce qu'il y a 20 personnes dans un coin, parce qu'il y a 4 groupes en Chine, ça ne tient pas debout. Non, Ceux qui pratiquent l'analyse en Chine. mais non, parce qu'ils ne la pratiquent pas. Ils la pratiquent pas. Ils ont des groupes. Ben non, ils sont tolérés. Alors, attention, il y a plusieurs choses. Il y a un tout petit groupe lacanien, puis il y a des psychiatres. À Pékin, c'est l'IPA qui a fait son... Bon, il y a des tentatives toujours d'implantation. Il y en a toujours eu. Mais il faut historiquement, parce que sinon on raconte n'importe quoi. Et en effet, on retombe dans le travers que je dénonce chez les psychanalystes. On ne peut pas penser l'histoire n'importe comment. Voilà. On ne peut pas dire n'importe quoi sous prétexte qu'on a rencontré 3 personnes. J'ai voyagé dans le monde entier. Hein. J'en ai rencontré partout des petits groupes. Donc, il faut quand même savoir ce qu'on appelle un mouvement psychanalytique. Eh bien, il n'y en a pas. Sur ce plan-là, la Chine est peut-être un pays d'avenir, mais il faudra d'abord faire tomber le régime totalitaire. Non, non, mais la question du système de pensée et du soin, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais ce serait un autre débat. On va. Ça, on aurait pu penser qu'il a raison. Mais maintenant, non, c'est pas un pays qui est tellement centré sur le totalitarisme. En tout cas, plus généralement, au-delà de la Chine, entre le système et les pensées, c'est vrai que la psychanalyse devienne une philosophie et du coup un impératif sur les manières de conduire sa vie, c'est un des risques, c'est un des bords, et c'est le bord initiatique. Quant à qu'elle soit juste une série de recettes et pour donner des bons soins, et c'est sûr que ça fait partie des deux écueils possibles pour la psychanalyse. Je propose qu'on s'arrête là. Je voudrais remercier Elisabeth et Gisèle, bien sûr aussi, mais remercier Elisabeth pour ce que tu nous as, voilà, pour ce que tu as apporté comme élément du débat. Et puis, on vous donne donc rendez-vous, tout en renouvelant tous nos meilleurs voeux pour ceux qui n'étaient pas encore connectés quand on l'a fait. Et on a rendez-vous en mars, hein, je crois, Gisèle. Oui, on n'a pas la date exacte, mais vous êtes sur les listes et vous la recevrez. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, bonne soirée. Oui, la prochaine réunion sera avec Paul Laurence.